Ina, podcast. Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente Les enquêtes de Sherlock Holmes, une production de Maurice Renaud, réalisée par Abderrysquer, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, la Ligue des rouquins. Bonsoir mes chers amis. C'est le docteur Watson qui vous parle. Ce soir, je vais vous raconter une enquête de Sherlock Holmes dont le point de départ fut particulièrement pittoresque. La réalité a décidément plus d'imagination que l'écrivain le mieux doué. Vous allez le voir. Cet après-midi-là, c'était en octobre 1890, un vendredi. Je m'en souviens parfaitement. Je tentais de mettre un peu d'ordre dans le salon de l'appartement que je partageais avec mon ami Sherlock Holmes. Dieu me donne. Watson, que faites-vous là? J'essaie de ranger et c'est un travail de titan. Vous n'aimez pas notre salon tel qu'il est? Réellement, non. Vous ne semblez pas de bonne humeur. Quand je tombe sur un compagnon qui range ses cigares dans le seau à charbon, et son tabac au fond d'une babouche, quand je le vois fixé au mur, sa correspondance avec un couteau à cran d'arrêt, vous voudriez que je meure de rire? Savez-vous, je viens de trouver le bouton d'habit de chasse qui vous a permis il y a 2 ans de découvrir l'assassin de Mrs. Cardiff. Savez-vous où je l'ai trouvé? Non. Hein? Dans le beurrier. Que faisait-il là? Vous seul peut-être pourriez le dire et j'en doute fort. Quant à vos papiers, enfin, ou alors vos papiers, ça, ils traînent partout. Mais quand je m'y mets, mon cher, je range très bien. Ah oui, ça vous rangez une fois par an, c'est vrai. Seulement à ce moment-là, pendant 8 jours, il n'y a pas moyen d'avancer un pied. Excusez-moi, je ne rangerai plus. Non, tenez, je vais prendre l'air. Ce sera excellent pour nous deux. En descendant l'escalier, je me heurtai à une vieille petite dame en chapeau fleuri, suivie d'un énorme monsieur qui tenait son haut de forme à la main et qui s'épongeait le front en soufflant. Je remarquai que ses cheveux étaient d'un superbe rouge carotte. Pardon, monsieur. La logeuse est absente. Pourriez-vous me dire où habite monsieur Sherlock Holmes? À l'étage au-dessus, madame? Mademoiselle. Ah, pardon. Savez-vous s'il est là? Je peux voir. Et c'est de la part de qui? Miss Fulpick et son neveu, Bob. C'est pour une consultation. Je les annonçai à Sherlock Holmes, qui les fit entrer immédiatement. Restez, Watson. Mon ami Watson, mademoiselle, m'a aidé à découvrir bien des énigmes. Sa collaboration m'est précieuse. Oh, mais qu'il reste, Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Oh, pas cette chaise. Bob, elle est fragile. Tiens, prends ce fauteuil. C'est que mon neveu pèse 98 kilos, messieurs. Tantine, je t'en prie. Tu crois que ça ne se voit pas? Moi, messieurs, je suis vieille et sèche. Je ne pèse pas plus qu'un échaudé. Je peux me poser partout. Puis-je connaître le but de votre visite? C'est Tantine qui a absolument voulu venir. Messieurs, j'habite Milford, dans le Pembroke, et je suis venu passer 8 jours à Londres chez mon neveu. Je lui demande s'il est content des affaires, et le voilà qui me raconte une histoire à dormir debout. J'ai la certitude, monsieur Holmes, que mon gros Bob est en train de se faire rouler. Oh, comme il est, rien de plus facile, n'est-ce pas? Enfin. Et comme votre réputation est venue jusqu'à Milford, moi je viens jusqu'à vous pour vous dire, monsieur Holmes, je vous en supplie, occupez-vous de Bob. De quoi s'agit-il? Eh ben, l'on parle. Oh, il est d'un mou. Quand je pense que ça a 40 ans. Enfin, parle. Eh bien, voilà, je m'appelle Bob Fulpick et je suis prêteur sur gage. J'ai une modeste boutique à Saxe-Coburg Square, près de la cité. J'habite au-dessus, à l'entresol. 2 pièces auxquelles j'accède par un petit escalier intérieur qui serait bien commode s'il était un peu plus large. Mes affaires ne vont pas tellement bien et je n'ai plus qu'un commis qui travaille, je dois l'avouer, à un salaire de famine. Et il l'accepte? Oh, vous savez, il est célibataire. Il est plus très jeune, pas d'ambition. Je suis un bon patron. Avec moi, il a la tranquillité.
Et même il peut satisfaire une petite manie que je lui passe volontiers. La photographie. Oui, on demanderait à ce garçon-là de photographier un tas de pierres, il serait fou de joie. Et comme dans mon sous-sol, il y a un réduit qui ne sert pas à grand-chose, je lui ai permis d'en faire une chambre noire. Alors quand il n'y a pas de clients, il passe son temps à développer des photos. Et comme ça ne me gêne pas... Il y a longtemps que vous l'avez? 3 mois environ. Il est sérieux, il ne me coûte pas cher, j'aurais tort de me plaindre. Jusqu'ici, je ne vois rien de bien inquiétant. Mais c'est pas moi qui suis inquiet, c'est Tantine. Ah ben vous allez voir. Continue. Un matin, Peter, c'est le nom de mon employé, Peter arrive très excité. Ah, monsieur Fulpic, que je vous raconte. Hier soir, après le travail, je suis allé boire un stout dans un public house, pas loin de chez moi. Et mon attention a été attirée par un gentleman qui avait des cheveux roux, presque aussi beaux que les vôtres. Il était à la table voisine de la mienne, et il causait avec un monsieur. Et ma foi, ce qu'il disait était si passionnant que j'ai tendu l'oreille. Comment? Toi qui as les cheveux roux, tu n'as jamais entendu parler de la Ligue des rouquins? Non. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la Ligue des rouquins a été fondée par un millionnaire américain qui avait les cheveux roux. Et quand il est mort, il a désiré que sa fortune fût consacrée à fournir des emplois de tourpeau et payés princièrement à de braves gens aussi rouquins que lui. C'est une blague. Mais pas du tout. Et toi, je crois que grâce à la générosité de ce millionnaire, tu pourrais gagner beaucoup d'argent en ne faisant presque rien. Allons donc. Tiens, regarde le Morning Chronicle d'aujourd'hui. Il y a une annonce là. Ah, tiens, lis. La Ligue des rouquins. En exécution du lait de feu Ézéchias Hopkins de Lebanon, Pennsylvania, États-Unis. Une vacance par suite de décès permet la réception d'un nouveau membre qui gagnera automatiquement 4 livres par semaine pour un emploi ne demandant que quelques heures par jour. Tous les rouquins, sains de corps et d'esprit, n'ayant encouru aucune condamnation et âgés de plus de 21 ans, peuvent faire acte de candidature, se présenter lundi prochain à 11h à M. James Duncan, au bureau de la Ligue, 7 Pope's Court, Fleet Street. Oh, c'est formidable. Bah, je te passe le tuyau, faisant ce que tu voudras. J'y vais. Quand j'ai entendu ça, patron, en sortant, j'ai acheté le Morning Chronicle. Et je vous l'apporte. Tenez, l'annonce est là, page 5, 3e colonne. Lisez vous-même. La Ligue des rouquins, l'exécution de la Ligue de fédération, il n'y a encore aucune condamnation, présentée lundi prochain, fait... Ah, c'est pourtant vrai. Alors j'ai pensé, patron, comme vous n'êtes pas tellement content des affaires, vous pourriez peut-être aller vous présenter. Avec les cheveux rouges que vous avez. Vous croyez? Bah, dame, 4 livres par semaine, ça ne se trouve pas tous les jours. Ça fait 16 livres par mois. 192 livres par an, une petite fortune. Ben, je pense bien. Ah, moi, si j'avais des cheveux rouges comme les vôtres, je n'hésiterais pas une minute. Oui, mais dans cette annonce, ils ne disent peut-être pas tout. Ah, en tout cas, allez-y, pour avoir des renseignements complémentaires. Oh, après tout, qu'est-ce que je risque? Et vous y êtes allé? Oui, monsieur. Il m'a semblé que dans une compétition entre rouquins, j'avais autant de chance que les autres. Et le lundi 23 à 10h30, j'arrivais à Popscott. Oh, messieurs, je ne reverrai jamais un spectacle pareil. Je crois que tous les rouquins d'Angleterre étaient là. Fleet Street était inondé de rouquins. Popscott ressemblait à un débarquement d'orange et toutes les nuances étaient représentées. Corail, fauve, brique, citrouille, setter irlandais. Sois malade. Parfaitement, tu peux rire. Mais Peter avait raison, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient comme moi une chevelure réellement rouge et flamboyante. Dans l'escalier, le flot des gens qui montaient, plein d'espérance, côtoyait le flot de ceux qui redescendaient blackboulés. Enfin, ça a été mon tour. Je suis entré dans une petite pièce. Derrière un bureau se tenait M. Duncan, un homme très distingué, qui était encore plus rouquin que moi. Asseyez-vous, monsieur. J'ai lu votre annonce. Je m'en doute. Excusez-moi si je vous regarde avec cette attention, mais de tous ceux qui viennent de défiler, je n'en ai vu aucun possédant une chevelure aussi remarquable que la vôtre. Vraiment? Ces cheveux sont bien à vous? Ah, je vous le jure. Excusez ma question, mais rien qu'en 3 quarts d'heure, j'ai démasqué 7 perruques et 11 teintures. Oh, les filous ont de ces audaces. Vous permettez que j'examine vos cheveux de près? Je vous en prie. Bon. Je vous préviens, je vais tirer dessus. Mais faites. Aïe, oula, mais arrêtez, vous me faites mal. Ça vous fait pleurer. Bravo. Ces cheveux sont bien à vous. Voyons. Ma loupe. Oui, je veux m'assurer qu'ils ne sont pas teints. Oh.
compliments. Ils sont comme ceux de l'enfant qui vient de naître. Et quelle souplesse, quelle douceur. On dirait des flammes de soie. Ils sont plus beaux que les miens. Oh, vous me flattez. Je n'ai plus qu'à vous demander une seconde. Je suis désolé, messieurs, c'est terminé. Le candidat est engagé. Vous pouvez vous en aller. C'est terminé. Alors, monsieur Duncan, c'est moi que vous choisissez? Sans hésitation. Moi qui pensais me trouver devant un jury. J'appartiens à la Ligue depuis 12 ans, cher monsieur. Et comme de plus j'en suis le conseiller juridique, ce sont les membres eux-mêmes qui m'ont demandé d'assumer désormais la responsabilité du choix des nouveaux candidats. Mais combien est-on de membres? 40. Comme à l'Académie française. Oui. D'ailleurs, entre nous, nous appelons notre Ligue, non sans orgueil, l'Académie du cheveu ardent. Ah, c'est très joli. Comment vous appelez-vous, monsieur? Robert Fulpick. Robert Fulpick, je note. Et votre adresse? 4 Sex-Coburg Square. Quelle profession exercez-vous? Prêteur sur gage. Vous rendez service à votre prochain, voilà une excellente note. Vous êtes marié? Non, hélas. Ah, alors vous n'avez pas d'enfant? Ah non? Ah, ben voilà qui est très ennuyeux. Oh mon Dieu, pourquoi? Parce que le fonds est destiné non seulement à maintenir la race des rouquins, mais aussi à la développer. Mais alors vous n'allez plus m'admettre? Le testament prévoit heureusement des exceptions. Et dans votre cas, étant donné la beauté exceptionnelle de vos cheveux, nous fermerons les yeux sur le reste, voilà tout. Oh, merci. Quand serez-vous à même de prendre votre poste? Ce poste, vous le savez, vous rapportera 4 livres par semaine. Très exactement, ça me prendra combien de temps par jour? Et quel sera mon travail? Votre présence sera exigée ici, dans ce bureau, tous les matins, même le dimanche, de 8h à midi. Si pendant ces heures vous sortez du bureau, le contrat sera automatiquement rompu, sans recours. Le testament est formel. Entendu. Aucune excuse ne sera acceptée. Ni maladie, ni affaires personnelles, rien. Vous devez être ici et n'en pas bouger. Sinon, vous perdez votre place. D'accord. Et quel genre de travail? Il consiste à recopier l'encyclopédie britannique. Ah. Mais pourquoi l'encyclopédie? Parce que notre généreux donateur souhaitait que les rouquins devinssent plus savants que les bruns et les blonds. Au début, moi-même, j'ai copié l'encyclopédie comme l'ont fait tous les membres de notre ligue. Et je dois dire que j'ai appris une foule de choses que j'ignorais. J'adore m'instruire. Voilà une occasion merveilleuse. Au bout d'1 an, vous pourrez abandonner ce travail si vous le désirez, ce qui ne vous empêchera pas de continuer à toucher le même salaire chaque semaine, à condition, toutefois, de vous intéresser à des rouquins. Pas forcément en leur donnant de l'argent, mais en les faisant profiter de vos relations, de votre expérience, enfin, en les soutenant moralement. Je le ferai de grand cœur, je vous le promets. Tout ça manque de sérieux, n'est-ce pas, monsieur Holmes? Mon Dieu, mademoiselle, j'ai vu des testaments beaucoup plus bizarres. D'autant plus que le système fonctionne. Vous avez commencé à travailler. Depuis 2 mois. Et vous touchez 4 livres par semaine. Oui. Alors de quoi vous plaignez-vous? Moi? De rien. C'est Tantine. Depuis 2 mois, ma boutique n'étant ouverte que l'après-midi, je vais chaque matin que Dieu fait au bureau de Pop Scott. J'y suis à 8h précises et tout se passe admirablement. Dès le premier matin, M. Duncan était là pour me recevoir et il avait préparé du papier, des plumes, de l'encre. Il m'a remis le premier volume de l'encyclopédie et j'ai commencé par la lettre A. Puis il m'a laissé à ma besogne en revenant de temps en temps pour voir si je n'avais pas besoin de lui. À midi, il m'a félicité du travail que j'avais abattu, il m'a souhaité une bonne journée. Parfait. Le lendemain et par la suite, j'ai continué à le trouver tous les matins à mon arrivée. Et chaque samedi, il me verse 4 livres d'or pour mon travail de la semaine. Mais peu à peu, il s'est mis à espacer ses visites parce qu'il a confiance en moi. Naturellement, pas un seul instant, je ne quitte la pièce. D'autant plus que je ne sais jamais à quel moment il peut venir. Et cela dure depuis 2 mois. Oui. À votre entière satisfaction? Oui. Alors, mademoiselle? Oh, j'ai toujours été très méfiante, monsieur Holmes. Et moi, je flaire quelque chose de louche.
dans cette histoire? Vous appuyez-vous sur des faits précis? Non, mais j'ai voulu aller parler à ce monsieur Duncan. Et j'y suis allée. Ah. Et quand je lui ai demandé des explications, il m'a proprement mise à la porte. Il faut dire que t'as été impossible avec ce pauvre homme qui t'a répondu que j'étais majeur et que tant qu'il me paierait le prix convenu pour un travail librement consenti, tu n'avais rien à y voir. Eh ben moi je dis que j'aurai sa peau. Si je comprends bien, mademoiselle, ce serait plutôt une petite vengeance personnelle qui vous amènerait ici. C'est le bonheur de mon neveu, monsieur, pas autre chose. Nous y veillerons, mademoiselle. En attendant, rentrez tranquillement chez vous et s'il y a du nouveau, venez me voir. Mais vous ne croyez pas qu'il y ait quelque chose à faire? Tout de suite? Si, vous reposez. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur, je vous reconduis. Ah, quelle vieille folle. Peut-être pas si folle que ça. Ouais. En tout cas, un vrai cinglé, c'est le millionnaire. Il y a des gens qui ont de l'imagination. Le lendemain matin, Sherlock Holmes avala son breakfast sans dire un mot. Il était visiblement préoccupé. Soudain, il se leva. Vous avez beaucoup de malades à voir ce matin? Non, j'ai une petite grippe pas loin d'ici qui peut attendre cet après-midi. Alors venez avec moi. Où ça? Chez le gros Bob. Quoi, le prêteur sur gage? Oui. Oh, vous croyez que sous cette histoire de fou se cache quelque chose? Il y a un ou deux détails dont j'aimerais me rendre compte sur place. Bon, mais enfin, vous savez bien que le matin, ce brave homme n'est pas chez lui. Justement. Enfin, voyons, la boutique est fermée. L'employé est sûrement là. Soyez gentil de mettre votre vieux chapeau et votre par-dessus le plus avachi. Pourquoi ça? Vous le verrez bien. Sherlock Holmes saisit un paquet enveloppé d'un journal et me poussa vers la porte. Nous prîmes le métro jusqu'à Aldergate et une courte marche nous mena à Saxe-Cobourg Square, une petite place de rien du tout, qui suait la misère sans l'avouer tout à fait. Vous voyez là-bas la maison de Bob Fulpick? Oui. 3 boules dorées, en effet. Mais elle est fermée. Eh bien, vous allez la faire ouvrir. Ah oui? Comment? Prenez ce paquet, Watson. Dedans, il y a 6 petites cuillères en argent. Vous allez frapper fort et aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'on vous ouvre. Vous direz à l'employé que vous voulez emprunter un peu d'argent sur ces cuillères et vous accepterez le prix qu'il vous offrira. Et vous, pendant ce temps-là? Gardez l'employé le plus longtemps possible sur le pas de sa porte. Moi, je passerai un homme paisible qui va à ses affaires. Et puis? C'est tout. Voici le paquet. Vous me retrouverez là, dans cette petite ruelle qui longe la maison Fulpick et qui va à Gresham Street. Bien. Mon paquet à la main, je me dirigeai droit vers la boutique. Ben, parbleu, il n'est pas là. Une seconde, que diable! Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, monsieur. Je voudrais faire un petit emprunt sur des cuillères en argent. Vous ne voyez pas que c'est fermé? Revenez cet après-midi, le patron sera là. Mais vraiment, vous ne pourriez Je pas... vous dis que c'est le patron qu'il faut voir. Il sera ici vers 12h30. Bon, eh bien, merci, monsieur. Excusez-moi. Alors? Alors, il n'a rien voulu savoir. Aucune importance. Bah bon, alors dans ce cas, pourquoi m'avoir fait jouer cette comédie? Pour voir la tête de l'employé? Non, mais les genoux de son pantalon. Les genoux de son pantalon? Oui. Ah oui? Et qu'est-ce que vous y avez vu? Ce que je m'attendais à y voir. Venez par ici. Cette ruelle où nous sommes longe la maison de Fulpick et nous mène à Gresham Street. Regardez. On a du mal à réaliser que ces beaux magasins et ces bureaux élégants s'adossent à des masures aussi minables que celles de Fulpick et forment un même pâté de maison. Et regardez le maroquinier Benton's, le chemisier Mortimer, cette succursale de la Royal Bank, le restaurant Edwards. Oui, bon, enfin, c'est fréquent de voir un quartier riche immédiatement accolé à un quartier pauvre. Venez, Watson. Rentrons maintenant. Ah oui? Et pourquoi sommes-nous venus jusqu'à cette rue? Pour voir ce qu'il y avait juste derrière la maison de Bob Fulpick. Au retour, une surprise nous attendait. Ah, monsieur Sherlock Holmes. Enfin, vous voilà. Monsieur Fulpick,
Qu'y a-t-il donc? Il y a que je suis bouleversé, que je n'y comprends rien. Calmez-vous. Entrez donc. Asseyez-vous. Non, pas sur cette chaise. Pardon. Alors, que se passe-t-il? Il se passe que ce matin à 8 heures, je suis allé à mon travail, comme d'habitude, mais j'ai trouvé la porte fermée. Sur le panneau, un petit carton était épinglé. Et qui avait-il écrit dessus? Il y avait écrit « La Ligue des rouquins est dissoute ». Dissoute? Ben, je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Oh, excusez-nous, monsieur Fulpick, c'est nerveux. Oui, dissoute, messieurs, dissoute. Cet écriteau, tenez, le voilà. Il m'a donné le coup de massue. J'ai fait le tour des bureaux voisins, personne n'était au courant. Alors je suis allé voir le propriétaire qui habite au rez-de-chaussée. Il m'a dit « Monsieur Duncan, le conseiller juridique. Oui, il se servait de cette pièce provisoirement jusqu'à ce que ses nouveaux locaux soient prêts. Il a déménagé hier. Dites-moi où je pourrais le trouver. À sa nouvelle adresse, 17 King Edward Street, près de Saint-Paul. J'y cours, et qu'est-ce que je trouve? Une fabrique de rotules artificielles. Personne ne connaissait M. Duncan? Non. Alors qu'avez-vous fait? Je suis venu ici, et je vous attends depuis 10 heures. Monsieur Holmes, je vous en supplie, il faut faire quelque chose. Il n'est pas question que je perde un emploi pareil sans me défendre. Juridiquement, remarquez, vous ne pouvez rien contre ces gens. Duncan vous a-t-il payé votre dernière semaine? Oui, hier, en me disant qu'il ne pourrait pas venir ce matin. Au fond, pour le travail que vous avez fait, vous avez touché 32 livres. Ce n'est pas une mauvaise affaire. C'est bien pour ça que ce travail m'intéresse. Pensez que maintenant je suis ferré comme pas un sur les mots abbé, archer, armure, anguille, antiseptique et tant d'autres. J'allais bientôt attaquer la lettre B. Eh bien, continuez à copier l'encyclopédie. Oui, mais je ne serais pas payé pour ça. Et puis on m'a fait des promesses. Oh, les promesses. Ou alors on m'a joué une farce. Et dans ce cas, ils se seront bien amusés pour leurs 32 livres. Vous voyez, c'est Tantine qui avait raison. Allons, calmez-vous. Qu'allez-vous faire maintenant? Rentrer chez moi, parbleu. Vous allez retrouver votre employé? Non, il s'en va à midi. Il ne reviendra pas avant lundi. Au cas où vous le verriez, ne lui dites surtout pas que vous êtes entré en contact avec moi. Ah, bon. A-t-il les clés de votre boutique? Oui, puisque depuis 2 mois, je n'étais pas là le matin. Il me les rendra lundi. Parfait. À bientôt, monsieur Fulpick. Vous allez vous occuper de mon affaire? Je vais tout au moins y réfléchir. À la première occasion, je vous ferai signe. Oh, merci, monsieur Holmes. Alors, à bientôt, j'espère. Encore une petite question. D'habitude, à quelle heure vous couchez-vous? Jamais plus tard que 9 heures. Je vous remercie. À bientôt. Ah, c'est vraiment un pauvre type. Dites-moi, Watson, vous avez bien regardé le visage de cet employé qui vous a ouvert ce matin? Suffisamment? Oui, pourquoi? N'a-t-il pas une tache sur le front? Comme une brûlure d'acide? Oui, du côté droit. Et n'a-t-il pas les oreilles percées? En effet, oui, comme pour mettre des boucles d'oreilles. Vous le connaissez? Ce matin, je n'avais regardé que son pantalon, mais depuis, il y a un fait nouveau. La Ligue est dissoute. Signe qu'un mauvais coup va se déclencher. Un mauvais coup sûrement très astucieux. Et tout à fait dans la manière d'un certain virtuose de ma connaissance qui me tracasse depuis des années. Et par association d'idées, je repense à l'employé de ce matin. Et grâce aux précisions que vous me donnez, je peux dire maintenant que cet employé n'est autre qu'Abraham Shields. C'est-à-dire? Le lieutenant de John Clay. John Clay? Oui. Cet homme du monde à la fois voleur, faussaire et assassin. Il n'y a pas un criminel dans Londres à qui je passerai les menottes avec plus de plaisir. Son grand-père était allié à la famille royale. Lui-même a fait ses études à Oxford. Il a le cerveau aussi agile que les doigts. Un jour, il fracture un coffre de banque et le lendemain, il quête pour la construction d'un orphelinat. Il y a des années que je suis sur sa piste. Pourtant, je suis encore au même point que Scotland Yard. Impossible de le pincer en flagrant délit. Et vous croyez qu'il est derrière cette histoire de rouquin? La présence de son lieutenant chez le gros Bob Fulpick me le prouve clairement. Mais où veut-il en arriver? Voilà la question. Voyez-vous, dans la chaîne de mes raisonnements, il ne me manque plus qu'un maillon, mais tant que ce maillon fera défaut, rien ne tiendra. Mais déjà, vous voyez assez clair dans cette affaire. Watson, parfois le brouillard se lève, parfois il s'épaissit. Oh, vous n'êtes pas optimiste. Avez-vous pris le courrier en montant? Oui. Il y avait nos feuilles de contribution, c'est tout. Je préfère ne pas voir la mienne. Oui, il me demande 3 dîners. Il faut bien payer les fonctionnaires. Ah oui, mais la Grande-Bretagne est riche. Quand je pense qu'on dit dans le journal de ce matin qu'il y a 3 mois, on avait fait un emprunt d'or à la Banque de France et que nos finances sont tellement bonnes qu'on n'y a même pas touché. God save the Queen. En prononçant ces mots définitifs,
Sherlock Holmes s'était jeté au fond d'un fauteuil en ramenant ses genoux anguleux sous son menton pointu. Il demeura ainsi, les yeux fermés et la pipe immobile entre ses lèvres minces. Je contemplais longuement ma feuille de contribution et comme ce spectacle me portait sur le moral, je la glissai dans ma poche et je me dirigeai vers la porte sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller mon ami qui s'était assoupi. Watson, Quoi? Vous ne dormiez pas? l'affaire des rouquins est extrêmement grave. Ah? Et c'est vous qui m'avez apporté le dernier maillon de la chaîne. Moi? Rendez-vous ce soir ici à 9h. Et astiquez votre revolver d'ordonnance, nous en aurons besoin. Et là-dessus, il bondit vers la porte et sortit, dévalant l'escalier à toute vitesse. Et par la fenêtre, je le vis se jeter dans un cab qui passait. Allez donc prévoir les réactions d'un être pareil. Le soir, comme promis, j'entrai dans le salon à 9h juste. Et Sherlock Holmes me présenta à deux personnes, l'inspecteur Jones de Scotland Yard et un certain Monsieur Buchanan, dont l'air grave s'harmonisait avec une sévère élégance. Alors, Jones, cet après-midi, rien ne s'est passé? J'ai établi une surveillance très discrète de la boutique. Rien à signaler. Bien. Watson, vous avez votre revolver. Oui. Pourrais-je maintenant savoir ce qui se passe et où nous allons? L'heure est aux actes, mon cher, pas au discours. Venez, messieurs. Nous descendons l'escalier et prenons place dans une voiture qui nous attendait. Personne ne parlait. Moi, de toute façon, je n'aurais pas ouvert la bouche tant j'étais furieux de l'attitude de Sherlock Holmes à mon égard. Je n'étais tout de même pas un gamin, et puisque cette expédition était dangereuse, quand on demande à un homme de risquer sa vie, il est au moins poli de lui dire pourquoi. La vérité, je connaissais mon oiseau, il m'aimait beaucoup. Il savait que j'avais pour lui une profonde admiration et, par surcroît, une patience d'ange. Alors il en abusait en me taquinant, en ne répondant pas à mes questions, et en jouissant comme un sadique de mes légitimes curiosités. La voiture s'arrêta Gresham Street. Vous savez, dans cette rue commerçante d'où le matin même, nous avions regardé les luxueux bâtiments adossés aux vieilles maisons pauvres de Saxe-Cobourg Square. Nous descendons, et, guidés cette fois par le mystérieux Monsieur Buchanan, nous enfilons la ruelle que nous avions prise le matin en sens inverse quand nous venions de la boutique de Fulpick. Mais, au milieu de la ruelle, Monsieur Buchanan s'arrêta. Il sortit de sa poche un trousseau de clés et ouvrit une petite porte. Il entre, nous le suivons, et la porte se referme derrière nous. Sherlock Holmes allume une lanterne sourde qu'il avait jusqu'alors dissimulée sous son manteau, et je vois que nous sommes dans un étroit couloir. Presque tout de suite, nous nous heurtons à une lourde porte blindée. Monsieur Buchanan l'ouvre au moyen de combinaisons compliquées. Nous le suivons encore. La porte se referme derrière nous et nous descendons un escalier de pierre en colimaçon. En bas, une troisième porte blindée. Monsieur Buchanan l'ouvre et nous entrons enfin dans une cave où sont empilées des caisses. Les murs sont entièrement blindés et des dalles de pierre recouvrent le sol. Pourquoi n'avez-vous pas également blindé le sol? Ces dalles reposent sur la terre même des fondations de ce côté, rien à craindre. C'est au contraire de ce côté-là que tout est à craindre, Monsieur Buchanan. Sherlock Holmes s'agenouilla et examina attentivement la jointure des dalles. Croyez-moi, avec des dalles d'une telle épaisseur... Chut, pas un mot, voyons. Silence absolu. Il n'y avait pas de danger que je parle, mais je commençais à en avoir assez. Je voulais savoir ce que nous faisions là. Qui était ce Monsieur Buchanan avec qui nous avions rendez-vous, ou plutôt quels gens nous attendions qui ne nous attendaient pas. Alors, avec une froide autorité, je pris des mains de Sherlock Holmes la lanterne dont il avait abattu le volet pour nous plonger dans le noir. Je le soulevai légèrement et je dirigeai le pinceau lumineux sur l'une des caisses. D'un coup, je me souvins de ce que j'avais lu dans le journal. Ces caisses
devait contenir l'or que les Français avaient prêté à la Grande-Bretagne, et cette cave était sûrement une dépendance de la succursale de la Royal Bank, dont l'entrée était située Gresham Street, et dont M. Buchanan devait être le directeur. Cachons-nous tous derrière ces caisses. Watson, quelle heure avez-vous exactement? 10h15. Ils ne vont plus tarder. Ah, quand je projetterai la lumière sur eux, bondissez dessus. Et s'ils tirent Watson, abattez-les comme des chiens. Je m'accroupis derrière une caisse, mon revolver à la main. Holmes abaissa le volet de la lanterne et nous plongea dans la nuit, et l'attente commença. Le temps me parut horriblement long. J'eus rapidement les membres endoloris. Quant à mes nerfs, ils étaient si tendus que j'entendais la respiration de mes compagnons comme des soufflets de forge. Soudain, nos yeux virent naître sur le sol un ray de lumière jaune. Puis, sans le moindre bruit, une dalle se souleva et une main apparut. Une main blanche, presque féminine. Elle tâtonna quelques secondes, puis les doigts agrippèrent la bordure. Enfin, d'une poussée d'épaule, 2 autres dalles se soulevèrent et le buste d'un homme apparut. Un genou prit appui sur le sol et l'inconnu se mit enfin debout à côté du trou. Aussitôt parut derrière lui un complice que je reconnus tout de suite. Peter, l'employé de Fulpick. Tout va bien. Passe-moi le ciseau et les sacs. Salaud! Arrêtez-le, Jones! Attention, il va tirer! Il est touché! Inutile, John Clay, vous êtes fait! Oh! L'autre fiche le camp par le trou! Ne vous inquiétez pas, il sera accueilli à la sortie de la boutique par 3 policiers à l'affût. Sherlock Holmes. Ravi de vous voir, John Clay. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, je finirais par mettre la main sur vous. Mes compliments, bien joué. Mais vous êtes blessé. Oh, une égratignure. Passez-lui les menottes, Jones. Ah, ne me touchez pas, vous, avec vos mains crasseuses. Je suis de sang royal, ne l'oubliez pas. Dans ce cas, si votre Altesse consent à monter avec moi, un carrosse là-dedans mis à sa disposition par Scotland Yard. Oh, votre peu d'esprit est affligeant, monsieur. Épargnez-moi ces pauvretés. Allez, oust! Messieurs, je vous salue. Vraiment, monsieur Holmes, je ne sais comment la Royal Bank pourra jamais s'acquitter envers vous. Nous en parlerons quand vous voudrez. À votre convenance. Nous remontons ensemble? Non, si vous le permettez, j'aimerais emprunter avec le Dr. Watson le souterrain qui a conduit jusqu'ici John Clay et son complice. Je descendis avec mon ami dans le trou où étaient apparus les bandits, et nous nous trouvâmes courbés dans une étroite galerie qui menait droit au sous-sol de Fulpick. Et nous trouvâmes dans la boutique Peter, alias Shields, les menottes au poignet solidement encadrées par les policiers qu'il avait cueillis au moment de sortir. Auprès de lui se tenaient ahuris Miss Fulpick et son neveu, brusquement réveillés par les coups de feu et l'arrestation de leur employé. Ah! Vous voilà, monsieur Holmes. Cette maison devient inhabitable. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Certes, je le peux. Miss Fulpick et vous saurez tout quand je vous aurai dit qu'un certain John Clay, bandit de haut vol, a appris un jour que de l'or, représentant une valeur de 50 000 livres, venait d'être prêté par la Banque de France à la Grande-Bretagne pour 3 mois, et que cet or était entreposé dans la cave de la succursale de la Royal Bank, située Gresham Street. John Clay décide de s'en emparer. Fort bien renseigné, il étudie les lieux et découvre que votre sous-sol est contigu à la cave de la banque. Les murs de cette cave étant blindés,
Il ne songe même pas à s'y attaquer, mais il sait qu'en creusant une galerie souterraine, il pourra atteindre la cave par en dessous. Or, des travaux de cet ordre ne se réalisent pas en un jour, et se faire un complice de M. Fulpick lui semble impensable. Et il a raison. Pour creuser cette galerie en toute tranquillité, il faut donc vous éloigner, M. Fulpick, et ceci à coup sûr, sans risquer de vous voir revenir au gré de votre fantaisie. C'est alors que John Clay a une idée de génie. Doublée d'un humour auquel, personnellement, excusez-moi, je ne dénie pas une certaine saveur. Il a constaté que vous avez, monsieur Fulpick, une chevelure rousse d'une extraordinaire beauté. Oh, faut rien exagérer. Si. Et il invente, exprès pour vous, la Ligue des rouquins. Ça lui coûtera 32 livres, mais bagatelle. Le vol lui en rapportera 50 000. Il envoie alors son lieutenant Shields se faire engager par vous à moitié prix. Et la manie photographique de votre nouvel employé légitime à vos yeux un accès permanent à votre sous-sol. Et pendant 2 mois, chaque matin, certain de ne pas vous voir arriver, Peter, probablement aidé d'un complice, creuse la galerie. À midi, il en camoufle l'entrée, et tout se passe à la satisfaction générale. Malheureusement, Miss Fulpick est d'un naturel soupçonneux. Vous venez me trouver, mademoiselle. Et vous me prenez pour une folle? Oh, non, pas moi, Watson. Oh non, mademoiselle, ça je vous jure. Ne vous donnez pas la peine, j'ai l'habitude. Miss Fulpick vient donc me voir avec son neveu. Cela crève les yeux que cette Ligue des rouquins n'a qu'un but. Tenir M. Fulpick hors de chez lui pendant un temps déterminé. D'autre part, cet employé photographe qui se fait engager à moitié prix ne me dit rien qui vaille. À moi non plus. Un homme qu'on éloigne de chez lui depuis 2 mois, cela ne peut que cacher un travail provisoire peut-être, mais de longue haleine sûrement. Parmi diverses possibilités, celle d'un travail de terrassement ne me semble pas négligeable. Je demande alors au Dr. Watson d'aller frapper à la boutique. Peter vient ouvrir, et quand je vois les genoux de son pantalon maculés de terre, mon idée prend corps. Je constate ensuite que la maison est adossée à une succursale de la Royal Bank. Mes conclusions ne sont pas encore définitives, mais elles le deviennent quand Watson me parle d'un emprunt d'or fait à la France. Je bondis chez le président de la Royal Bank qui me confirme qu'en effet cet or, emprunté pour 3 mois, est entreposé dans la cave de la succursale de Gresham Street. Et parallèlement, M. Fulpick m'apprend la dissolution de la Ligue. Alors, vous vous dites, si les bandits n'éprouvent plus le besoin de tenir M. Fulpick à l'écart, c'est que la galerie est terminée et qu'ils vont commettre le vol au plus vite. Eh oui! Je remarque en outre qu'ils ont choisi un samedi pour pouvoir prendre aisément le large. Ils opéreront la nuit, car le jour, on vole difficilement des caisses sans attirer les curieux. Ils attendent 10 heures du soir, le temps qu'à l'entresol, Miss Fulpick et son neveu se soient profondément endormis, et tout se passe comme prévu. L'ennui, c'est que nous étions au rendez-vous. Ah, bravo, raisonnement impeccable, intelligence subtile, résultat positif, quel homme! Voyez-vous, John Clay n'a commis qu'une seule erreur. C'est de ne pas continuer 1 semaine de plus avec M. Fulpick. A-t-il voulu économiser 4 livres? Les grands seigneurs ont parfois de ces petitesses. Toujours est-il que c'est l'arrêt de votre travail, M. Fulpick, qui m'a incité à agir immédiatement. En sortant de chez le président de la Royal Bank, j'ai couru à Scotland Yard, et toutes dispositions ont été prises. À cette heure, il doit y avoir encore des policiers cachés dans tout le quartier. Monsieur Holmes, nous avons arrêté des gars qui attendaient avec une grosse voiture dans une rue tout près d'ici. Ils semblaient attendre quelque chose et pas moyen de leur faire dire quoi. Parbleu, c'est la voiture qui devait transporter l'or. À tout hasard, on a mis la main dessus. Vous voulez voir qui a l'air d'être le chef? Volontiers. Faites entrer le gentleman. Monsieur Duncan, saligo, dégoûtant personnage, je vais vous dérouiller, moi. Du calme, Monsieur Fulpick. Laissez faire la justice. Non, mais si vous aviez vu les airs qu'il prenait. Non, mais ce qu'il a pu se payer ma tête, celui-là. Savez-vous qu'il a été jusqu'à me tirer les cheveux? Et voulait s'assurer que la couleur n'était pas artificielle. Mais au fait, vous, Monsieur Duncan, qu'est-ce que vous avez donc changé? Moi? Rien, pourquoi? Mais ma parole, vous êtes blond. Pourtant, vous-même, vous aviez les cheveux d'un rouge magnifique. Et alors? La teinture, c'est pas fait pour les chiens?
Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous avez entendu La Ligue des rouquins, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud, prise de son Jacques Perrier, réalisation Abdé Risquer. Avec Maurice Ténac dans le rôle de Sherlock Holmes, Pierre Mondy dans celui du Dr Watson, et Berthe Bovy, Pierre Détail, Jacques Marin, Dominique Bucard, René Berriard, Gaston Ray, Maurice Ducasse et Henri Crémieux. La prochaine enquête de Sherlock Holmes, que vous pourrez entendre lundi prochain à 21h20 sur cette même chaîne, est intitulée « Le diadème de Beryl's ».